Il est allongé dans la neige, incapable de marcher, seul. Le bassin fracturé, une jambe brisée. Il fait -15 degrés, son sac a disparu. Pas de téléphone, plus de nourriture. Le village le plus proche est à 13 kilomètres et personne, absolument personne, ne sait qu'il est là. C'est à cet instant précis qu'il comprend qu'il va peut-être mourir cette nuit. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire vraie de Ken Jones. Salut, salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire assez extrême, vous allez voir. Si vous connaissez celle de Joe Simpson, dans le même genre, à la fin, on va voir comment il a pu endurer autant de douleurs physiques au niveau du mental, parce que ça semble tellement impossible. Pour faire la vidéo, je me suis aidée de celle de la chaîne de I Shouldn't Be Alive, mais également des articles, des interviews sur Internet et du site officiel de Ken Jones. Ça a été quand même pas mal de recherches. Allez, on y va. Juste avant, si vous aimez les histoires vraies de survie, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche parce que YouTube me fait des petites misères là en ce moment et beaucoup d'abonnés ne reçoivent pas les vidéos. Et puis pour m'aider à faire grandir la chaîne, vous le savez, il faut liker, partager, etc. Merci par avance à tous ceux qui le feront. Allez, je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti. Ken Jones, 26 ans, originaire du Pays de Galles, est un ancien parachutiste de l'armée britannique qui a également servi pour la marine. Il vit à Nantmel et il est étudiant en sciences politiques à l'université de Manchester. En janvier 2003, il part en direction des Alpes transylvaniennes. C'est une région très isolée en plein cœur de la Roumanie. Il choisit ce lieu exprès pour sortir des sentiers touristiques. Ken Jones ne supporte pas de rester en place. Il aime bouger, voyager, je dirais même un peu tête brûlée sur les bords. Il aime les défis, dépasser ses limites. Pour ce séjour, l'idée est simple, comme dans beaucoup d'histoires, gravir en solitaire le mont Moldovino. 2500 mètres d'altitude, en plein hiver, sous la neige, avec des températures polaires. Alors vu comme ça, on se dit que c'est bon, c'est un petit sommet par rapport à ce qu'on a déjà vu, c'est pas l'Everest, hein. Mais comme vous allez le voir, pas besoin de monter très haut pour que ça tourne au cauchemar. Alors déjà, rien que pour arriver au pied de la montagne, c'est un peu n'importe quoi. Il prend un taxi et le chauffeur roule comme un dingue sur les routes de la montagne qui sont toutes verglacées. À cet instant, alors que l'ascension n'a même pas encore commencé, Ken se demande déjà ce qu'il fout ici. Il faut savoir que normalement, l'ascension prend 2 jours. Mais Ken est en très grande forme ce jour-là, alors il décide de tout faire en une seule journée. Il se sent bien et il adore pousser son corps au maximum de ses capacités. Donc c'est parti, Ken commence la montée. Au début, il trottine, il court presque parce que ça ne monte pas trop et surtout, il a une très très bonne endurance. Et puis ça se corse, il a de la neige jusqu'aux genoux, donc il marche. Au bout de quelques heures, il arrive dans une zone boisée et c'est là qu'il a le choix entre soit emprunter un couloir complètement à découvert, sans arbres, juste de la neige, soit continuer par la forêt. L'itinéraire du couloir est beaucoup plus rapide, mais aussi beaucoup plus dangereux car propice aux avalanches. Ken le sait, mais il décide quand même de prendre le couloir. Plus il monte, plus le terrain devient compliqué avec des endroits où la neige est si fine qu'il s'enfonce jusqu'à la taille. Forcément, il avance beaucoup moins vite. Ça devient de plus en plus difficile quand il se trouve au pied d'une pente neigeuse assez raide. Pour la grimper, il doit se mettre à moitié allongé et s'aider de son piolet. Quand il arrive à la moitié du trajet, Ken glisse et dévale la pente sur plusieurs mètres en arrière. Est-ce que ça le refroidit pour autant? Non, il est très motivé, donc il reprend la montée. Des heures passent encore et il finit par arriver sur une zone un peu plus stable, presque plat. À partir de là, il commence vraiment à se sentir dans son élément. Je le cite: Là-haut, j'avais l'impression d'être dans mon propre monde, totalement exposé, totalement seul. C'est le degré d'isolement le plus fort que j'ai jamais vécu. Mais Ken n'est pas encore arrivé au sommet et malgré sa progression difficile, il se dit que la neige plus haut sera moins fine et qu'il pourra avancer plus vite. Il ne veut surtout pas abandonner, c'est pas prévu, il a fait les 3/4 du chemin et il se sent toujours autant en forme. Donc il continue, mais au bout d'un moment, le début de soirée est là, la lumière du jour commence à baisser petit à petit, il ne reste que très peu de temps avant la nuit et Ken n'a toujours pas atteint le sommet. C'est là qu'il commence à se demander si vraiment il va y arriver. Finalement, c'est la raison qui l'emporte et il décide de faire demi-tour. Tant pis, il réessayera demain. Ken ne veut pas prendre de risques pour rien, mais c'est déjà trop tard. Ken commence à descendre en direction des arbres pour trouver un abri pour la nuit,
Trouver un abri, non. Trouver un endroit où faire son abri, et son abri, c'est juste un trou qu'il creuse dans la neige. Pour ça, il veut redescendre au niveau de la forêt pour être abrité un minimum, et pour descendre plus vite, il reste sur ce fameux couloir là complètement déboisé. Et là, d'un coup, il entend un grondement sourd qui vient du haut de la montagne. Sur le coup, il pense que c'est un animal, mais ça lui paraît quand même bizarre vu le bruit, et très vite, il comprend ce qui est en train de se passer. Ça n'est pas un animal, c'est une avalanche. Ken se met à faire le plus gros sprint de sa vie, l'avalanche est juste derrière, il la sent se rapprocher de plus en plus. Par chance, il a tout juste le temps de sauter au niveau des arbres. L'avalanche, elle, s'arrête net dans ce fameux couloir, et puis ralenti par les arbres. Il reprend ses esprits, et quand il réalise qu'il est vivant, ce qui vient de se passer, il éclate de rire. Par contre, la neige plus haut est toujours aussi instable. Est-ce que ça l'a calmé? Pas du tout. Il veut toujours retenter l'ascension du mont Moldovino demain, mais avant, il sait qu'il doit redescendre au plus vite et encore plus loin dans les arbres avant la nuit. Au début, il essaye de descendre à travers la zone boisée, mais c'est trop compliqué entre les éboulis de neige, les arbres de plus en plus nombreux. Il a de la neige jusqu'aux cuisses, c'est trop long, alors il décide de remonter dans le couloir là où il y a eu l'avalanche. En gros, c'était soit continuer à travers les arbres au risque que ça soit trop long et donc trop dangereux, ou reprendre le couloir pour descendre plus vite avant la nuit. Il n'aura pas trop le temps de se demander s'il a eu raison ou pas, puisque c'est là qu'on voit à quel point il faut être humble devant la puissance de la nature. En une fraction de seconde, une deuxième avalanche se déclenche. Ken se remet à courir, sauf que cette fois, il sent ses pieds littéralement quitter le sol. Il est balayé, avalé par l'avalanche. Il est secoué dans tous les sens, un peu comme dans les gros rouleaux en mer. L'avalanche l'entraîne sur les rebords d'une falaise et le fait chuter dans le vide. L'atterrissage est très violent. Il entend comme un énorme craquement dans son corps. C'est son bassin qui vient de se fracturer et la tête de son fémur qui s'est cassée. Ken perd connaissance. Quand Ken revient à lui, il ne sait plus trop où il est. La nuit est tombée, c'est le silence total. Le temps qu'il récupère ses esprits, il dit ne plus rien sentir, mais très vite la douleur arrive. Une douleur inimaginable. Il emploiera les mots d'agonie absolue. Il hurle de douleur. Ken est gravement blessé, alors accrochez-vous bien. En plus du fémur et du bassin fracturé, ce qui est déjà énorme, il a aussi une plaie ouverte à la tête et une autre au niveau de la hanche. Ça saigne beaucoup, et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a également une hémorragie interne. Il se force à rouler sur le côté, dans sa poche il a des bandements style bandage, il en pose un sur l'entaille et ensuite il essaye de se lever pour marcher, car à cet instant en fait il n'a pas réellement conscience à quel point ses os sont brisés. Il comprend très vite, c'est une douleur atroce, c'est très violent. Alors voilà l'état des lieux, Ken est incapable de marcher, il est à 13 km du village le plus proche, personne ne sait où il est. Personne ne l'attend et surtout, sur lui, il n'a ni téléphone portable, ni téléphone satellite. Alors, je n'ai pas compris s'il n'en avait pas apporté, mais je ne pense pas parce que de ce que j'ai retrouvé comme information, en tant qu'ancien militaire, à chaque fois, il préparait ultra méticuleusement son sac à dos. Mais comme celui-ci a été emporté dans l'avalanche avec à l'intérieur sac de couchage, réchaud, nourriture, tout le matériel de survie, les téléphones, je pense, les téléphones certainement étaient dedans. Il regarde autour de lui et par chance, il aperçoit sa lampe torche un peu plus loin, elle s'est allumée toute seule. Comme elle était dans le sac à dos, il se dit que s'il arrive à aller jusqu'à elle, peut-être qu'il pourra retrouver son sac à dos. Donc, Ken se met à ramper à plat ventre dans la neige. Il tire son corps avec ses bras, la lampe n'est pas très loin, juste quelques mètres, mais la douleur est atroce. C'est un effort physique et psychologique très éprouvant, mais ça paye puisqu'il réussit à atteindre la lampe. De là, il retrouve aussi son chapeau et un sac imperméable. Il aperçoit en hauteur le sac à dos. C'est une sorte de pente neigeuse qui est quand même raide. Il essaye de la monter, toujours en rampant. Ses affaires, c'est vital pour survivre, mais il finit par glisser et tout redescendre en arrière. La douleur est encore plus forte. En fait, il se fait plus de mal qu'autre chose avec toutes ces fractures, donc il est obligé d'abandonner. À partir de là, Ken le sait, il doit absolument descendre plus bas car ici personne ne va le retrouver. Alors il est incapable de se mettre debout et de marcher, donc il se met en position semi-assise. Il est quasi allongé sur le dos, un peu relevé au niveau du dos et il se traîne comme ça à la force des bras sur les fesses. Un peu comme dans un toboggan en fait, mais qui ne glisserait pas et vous devez pousser avec vos mains. C'est quand même plus facile dans ce sens parce qu'il est dans le sens de la pente, mais ça reste un effort encore de dingue. Faire ça déjà sans être
être blessé dans la neige en pleine nuit en montagne, mais lui là, il est brisé de partout à l'intérieur. D'ailleurs, il confiera plus tard qu'à chaque mouvement, il entendait ses os bouger et glisser à l'intérieur de lui. Tellement la douleur est violente, il en a des nausées. Il va faire ça pendant plus d'1 heure avant d'enfin trouver un sol un peu plus plat pour pouvoir faire une pause. Par contre, autre problème maintenant, il a un pied très gonflé. Le sang ne circule plus correctement, il doit vite retirer sa botte pour libérer la pression, sinon, il le sait, dans un tel contexte et climat surtout, les conséquences pourraient être dramatiques comme la gangrène. Donc, il retire sa botte, je vous surprends pas si je vous dis que là encore, niveau douleur, c'est terrible pour lui de se mobiliser, de bouger sa jambe comme ça, surtout que c'est le pied de la jambe au fémur brisé. Là encore, il sent les os cassés bouger sous sa peau, mais il réussit, non pas sans mal, et presque instantanément, la circulation sanguine est rétablie. Ça le soulage un peu, mais ce que Ken ne sait pas, c'est que son calvaire ne fait que commencer. Il fait nuit, il y a un vent glacial, il fait moins 15 degrés. Ken n'a sur lui qu'une veste de montagne et le sac imperméable qu'il a récupéré pour se protéger. Il met ses jambes à l'intérieur. Niveau provision, il lui reste seulement quelques bouts de friand à la saucisse. Il a tellement faim qu'il ne rationne pas. En même temps, est-ce que c'était possible vu le peu qui lui restait? Niveau psychologique, c'est aussi très compliqué. Il n'est pas sûr de passer la nuit, il sait que s'il s'endort, il va mourir d'hypothermie. Il lutte de toutes ses forces pour ne pas succomber à Morphée qui ne le lâche pas. Ça serait tellement facile et reposant de se laisser aller. Il est épuisé et surtout cette douleur physique qui est terrible. S'il s'endort, il se dit que ça serait fini, qu'il serait soulagé. Il calcule qu'il doit rester éveillé comme ça 7 heures environ avant que le jour se lève. Ça lui paraît presque impossible et en plus il sait très bien que dans quelques heures, il va faire encore plus froid. Alors Ken pense à son frère, au football, même à un lit tout chaud, tout douillet. Il pense à des choses en fait qui le réconfortent pour tenir le coup et détourner au maximum son attention de la douleur. Ken s'apprête à vivre la nuit la plus terrible de sa vie. Le soleil s'est levé, Ken a survécu à cette longue nuit malgré son état catastrophique. Il essaye de rester lucide, il sait qu'à cette période de l'année et à cet endroit, il y a très peu de chances pour qu'il croise quelqu'un. Il est vraiment seul. Même si au fond de lui, il ferait n'importe quoi pour qu'on vienne le sauver, il hurle à l'aide au cas où, mais sans trop y croire, il s'en doute, niveau proba pour que les secours le retrouvent ici et maintenant assez proche de 0. Alors, il repart. Il faut savoir que lors de son activité, son passé militaire, Ken a suivi donc un entraînement, des entraînements à la survie et au combat, et il a été formé à tout ça en milieu arctique, jungle et dans le désert. Donc, il est quand même assez bien armé à tous les niveaux pour une telle situation. Il explique qu'à ce moment-là, il ne se doutait pas un seul instant en fait de tout ce qu'il attendait, de tout ce qu'il allait devoir endurer comme ça pendant plusieurs jours, et que s'il l'avait su dès le départ, il aurait sûrement abandonné. Il se répète sans cesse en boucle dans sa tête: aujourd'hui sera le jour où je rentrerai, aujourd'hui sera le jour où je rentrerai, etc., etc. J'avais toujours ce doute grandissant que je n'y arriverais pas. Je me faisais des promesses dramatiques de ne jamais abandonner, de persévérer, mais il y avait des moments où j'étais transi de froid et où je souffrais tellement que ces moments de bravoure étaient souvent de courte durée. Ken descend toujours en rampant, donc sur le dos, à moitié allongé, à moitié assis. Il pousse sur ses bras. Le terrain est toujours en pente, mais bon, voilà, ça glisse pas comme sur une luge, c'est de la neige molle. Il fait ça pendant des heures. Il n'a plus rien à manger, plus d'eau non plus, il saigne, chaque mouvement est une véritable torture. Je ne sais pas comment c'est possible d'avancer comme ça, et c'est là où ça m'a rappelé l'histoire de Joe Simpson. Elle fait partie des pires histoires que j'ai partagées jusqu'ici. Vous trouverez le lien en barre de description pour ceux qui ne la connaissent pas encore. En tout cas, ici, Ken n'avance quasiment pas, il est de plus en plus déshydraté. Je rappelle que la neige seule, même fondue, ne suffit pas à réhydrater un corps et qu'en plus ça peut avoir des conséquences néfastes pour le corps. Je vous laisse faire vos propres recherches, sinon la vidéo va être trop longue. Ken sait que plus bas dans la vallée, il y a une rivière, qu'elle n'est pas très loin de la route où le taxi l'a déposé. Ça se situe donc vers le village. Il sait que c'est sa seule chance d'être secouru. Réussir à atteindre cette rivière et puis en plus il pourra se réhydrater. Après plusieurs heures de souffrance à descendre à moitié assis, il réussit enfin à atteindre le début de la vallée vers le bas de la montagne. Donc,
Bonne nouvelle, en revanche, à partir de là, c'est un autre enfer qui commence parce que maintenant, c'est du plat. Donc, il ne peut plus glisser. Enfin, glisser, vous m'avez compris, hein. Il n'a pas d'autre choix que de se remettre allongé sur le ventre et de ramper avec les coudes. Pour se motiver, dans le sens pour ne pas céder sous le supplice de la douleur, il se fixe des petits objectifs. Et là encore, c'est une technique, si je peux dire ça comme ça, qu'on a déjà vu dans d'autres histoires de survie. Plutôt que de se fixer la ligne d'arrivée comme objectif final, on se fixe 20 mètres ou 30 pas, un peu comme dans la vie, je dirais. En tout cas, perso, c'est ce que je fais avec ma maladie. Ken, lui, se fixe des distances ou des repères, comme un arbre, un rocher, et il se donne un timer. À cet instant, il est encore à 11 km du village. Donc il rampe des heures comme ça et enfin il atteint la rivière. Bon alors là je le raconte en 2 phrases, hein, mais ça lui a pris des heures interminables. Et puis comme s'il n'avait pas assez enduré, encore un autre problème, le niveau de l'eau est plus bas que la rive. C'est-à-dire que ça fait comme une mini pente et qu'il ne peut ni boire directement ni atteindre l'eau avec sa gourde, c'est trop loin, donc il est obligé d'attacher sa gourde avec ses lacets, de l'acheter comme une canne à pêche dans la rivière et de la remplir comme ça. Alors ça paraît rien, mais dans son état, ce sont encore des efforts qui lui coûtent cher. Boire lui fait un bien fou, mais il est dans un état critique. Il commence à avoir des hallucinations. Il verra une fois un énorme gâteau Victoria rose glacé, hein, c'était écrit comme ça. Donc j'ai cherché à quoi ça ressemblait. Normalement, c'est ça. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Pour lui, dans son hallucination, en fait, c'est le même gâteau que sa mère préparait. Il entendra aussi la voix de Kenneth Williams, c'est un acteur britannique qui a fait le doublage des voix dans un dessin animé. Voilà, il commence un peu à partir en vrille. Il ne reste pas à la rivière. Il repart, il longe la rive, toujours en rampant sur le ventre, quand il finit par se retrouver bloqué face à la rivière. S'il veut continuer, il n'a pas d'autre choix que de la traverser. Oui, hein, avec son bassin fracturé, sa jambe cassée, et le tout dans une eau glaciale. Ken regarde, il sait qu'il doit le faire, hein, mais il attend, il sait que ça peut virer au drame, clairement, il est effrayé. Et puis, stop, il arrête de réfléchir, il prend une sorte de bout de bois et il se lève. Il entre dans l'eau gelée, son corps tremble dans tous les sens, il a un peu la respiration coupée qui s'accélère entre la tension, la température de l'eau, et puis après quelques mètres, il s'arrête dans l'eau, il enlève sa veste et il la jette de l'autre côté de la rive. C'est au cas où il tomberait dans l'eau, elle sera au moins épargnée et il aura au moins un vêtement sec. Du coup, là maintenant, il se dit qu'il n'a plus le choix, sans veste il va mourir, hein, que ce soit dans l'eau ou hors de l'eau, donc il ne peut plus reculer, il doit finir la traversée. Selon les interviews, il a mis entre 1 à 3 heures pour traverser la rivière qui n'était pas très large, hein. C'est-à-dire qu'en bonne santé, on aurait peut-être mis 5 minutes. Donc vous imaginez à quel point c'était compliqué avec toutes ces douleurs. Mais en tout cas, il réussit. Il confiera plus tard que c'est ce moment-là qui a été le plus traumatisant pour lui durant tous ces jours, qu'il a vraiment failli craquer et qu'il s'est effondré juste après et qu'il était prêt à mourir. Après avoir rampé toute la journée sur le ventre, Ken a parcouru à peine 1,5 km. Il va devoir passer une deuxième nuit dehors dans le froid glacial. Il réussit à s'abriter sous des arbres jusqu'à la tombée de la nuit et c'est là qu'il pense à quelque chose qui ne lui a jamais traversé l'esprit jusqu'ici. En fait, dans la zone où il se trouve, il y a des loups, des ours. Il a tellement saigné que ses vêtements sont ensanglantés. Ken est effrayé, il a peur d'être dévoré par des bêtes sauvages. Il est à bout, très affaibli, affamé, déshydraté. Il a encore des hallucinations cette nuit-là. Enfin, il n'est pas trop sûr que ça soit des hallucinations. Je n'étais plus sûre si j'hallucinais, mais je croyais entendre des meutes de loups m'encercler. J'étais convaincue de voir des yeux dans l'obscurité. J'attendais l'attaque. Être mangé, c'est horrible, mais être mangé vivant, c'est autre chose. 3e jour. Ken a tenu toute la nuit, mais son calvaire n'est pas terminé. La météo s'en mêle car maintenant il neige, alors c'est presque une tempête de neige. Psychologiquement, c'est très dur. C'est trop, ça fait plus de 48 heures qu'il survit seul dans un état catastrophique. Son corps atteint ses limites. Il se sent aussi terriblement seul. Ken commence à lâcher. Il se dit encore une fois que ça serait plus simple d'abandonner, de s'endormir pour
pour sortir de cet enfer et pour faire taire cette douleur. Ça n'est plus juste une pensée fugace, il l'envisage, mais encore une fois, il pense à sa famille, alors il continue. Et puis au bout de plusieurs heures de torture, il explique qu'il ne sait même plus pourquoi il continue, il sait juste qu'il ne veut pas mourir ici et que c'est ce qui le pousse à continuer encore. Et puis au bout d'un moment, la nuit est tombée, ça va être la 3e pour lui, il a peur de s'endormir et de mourir tellement il est faible, alors il ne veut pas s'arrêter d'avancer, mais cette fois, c'est son corps qui va décider tout seul et qui va l'arrêter. Cette nuit-là, Ken n'arrive plus à lutter et s'endort malgré lui. Quand Ken se réveille au matin, tout son corps est recouvert de neige. Il explique que ça l'a certainement maintenu au chaud et que ça l'a même sauvé vu qu'il s'est endormi. Il reprend la route, toujours en rampant, à tirer son corps meurtri avec ses bras. C'est toujours un véritable supplice à chaque mouvement, aussi petit soit-il, mais Ken a confiance. En fait, il se dit que le pire est derrière lui maintenant. Il en est sûr. Comment ça pourrait être pire? C'est impossible. Et pourtant, s'il savait, Ken n'est plus très loin de la route maintenant, mais là, il se retrouve à nouveau bloqué face à une autre rivière. Sur le coup, il est fou de rage parce qu'il sait qu'il est tout proche de la route et qu'encore une fois, il n'y a aucun autre moyen de contourner la rivière qu'il va devoir encore traverser. Et comme il l'a déjà fait une fois, il sait à quel point ça va être terrible pour lui, à quel point aussi il va falloir faire vite pour ne pas risquer une hypothermie fatale. Il a très peur encore, mais Ken, il va quand même. De toute façon, est-ce qu'il a vraiment le choix? Il descend dans l'eau, il est debout et il se tient au bord de la rive qui sont un peu plus haut et il avance dans l'eau en longeant la rive parce qu'en face, le rebord est beaucoup trop haut. En fait, il doit trouver un endroit par où sortir de la rivière. Il est très limité forcément dans ses mouvements. Ça lui prend 1 heure à marcher comme ça dans l'eau glacée quand enfin il trouve un endroit où la rive en face est moins haute. Il enlève sa veste et son t-shirt thermique pour ne pas les mouiller. Il est torse nu, là, toujours dans la rivière, avec de l'eau jusqu'aux genoux. Sans ses vêtements, il sait qu'il prend le risque d'une hypothermie, mais s'ils sont mouillés également, donc là encore, c'est un peu un choix par anticipation, on va dire ça comme ça. Donc il porte ses vêtements et il avance comme ça, dans l'eau, avec comme appui une seule jambe valide. Il sautille à moitié comme il peut. La jambe cassée, elle, est comme morte, entre guillemets. Elle flotte, elle se laisse aller porter dans le courant, et il a de l'eau maintenant jusqu'à la taille. J'ai cherché pour trouver à peu près la température d'une rivière en montagne au mois de janvier en Roumanie. Ça sera aux alentours des 1-2 degrés. Voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte. Ken progresse centimètre par centimètre, c'est extrêmement long. Là encore, niveau douleur, c'est un enfer et ça va durer plus d'1 heure comme ça. Quand tout à coup, il sent sa botte se détacher et avant même qu'il puisse la resserrer, qu'il puisse faire quelque chose, elle est emportée dans le courant. Malgré tout, il réussit à traverser la rivière. Après, il lui reste encore 3-4 mètres à ramper dans la neige avant d'atteindre la rive. Ensuite, il se rhabille, il comprend tout de suite pour son pied qui a été dans l'eau gelée autant de temps sans bottes, et en plus avec tout ce qui lui reste à parcourir, qu'il aura au minimum soit des engelures et au pire peut-être l'amputation. Ken repart et continue de ramper. À cet instant, il explique qu'il est arrivé à un stade où ça dépasse presque l'entendement, que ce qui le pousse à avancer, ça n'est plus la famille ni la peur. Il parle d'instinct de survie, presque de réflexe inconscient, comme si ça n'était plus lui consciemment qui donnait des ordres, comme si c'était des réflexes du corps. En tout cas, il atteint enfin la route, mais ça n'est pas fini, car il lui reste encore 5 km avant d'arriver au village. Ken essaye de se lever puisque ramper sur la route, même si elle est verglacée, ça va être très compliqué. Donc il tient à peine quelques secondes et il a encore un énorme craquement, ce sont tous les os brisés. Il trouve une sorte de bâton pour l'aider un peu et vous savez quoi? Il se met à marcher, debout, en boitant au ralenti, en traînant la jambe blessée, mais il marche. C'est complètement fou. Et comme s'il n'avait pas assez souffert, à cet instant, une autre douleur apparaît, une nouvelle douleur, fulgurante, ultra violente aussi, et ça se passe au niveau de son estomac. En fait, il a tellement subi de stress, de frayeur, etc., que ça a provoqué un énorme ulcère, et c'est en train de perforer la paroi de ses intestins. Alors je sais, on se dit ouais, un ulcère, c'est rien, je connais, mais vous verrez après quand je vous donnerai toutes ces séquelles, à quel point son ulcère est dangereux puisqu'il va en payer le prix fort. En tout cas, là, on est au 4e jour pour Ken depuis l'avalanche. À ce stade, pour lui, c'est impensable et impossible de passer une autre nuit dehors. Il ne tiendra pas le coup, il le sait, donc il avance toujours et encore. Comme il le dit, niveau douleur, c'est de l'agonie, et puis il finit par arriver face à un embranchement. Il ne sait pas quelle direction choisir. Il fait son choix un peu par intuition, comme ça, sans être certain. Ça l'emmène
mène jusqu'à une sorte de clairière, toujours dans la neige, hein, et au bout, il aperçoit quelque chose derrière les arbres. Il pense que c'est une maison, hein, pour lui c'est bon, il est sauvé. Il s'approche espérant trouver de l'aide, mais ça n'est pas une maison, c'est une grange totalement vide. Là, il prend une décision assez étonnante. En tout cas, quand j'ai découvert l'histoire, je ne m'y attendais pas du tout. Je pense même que j'aurais fait l'inverse. Ken ne reste pas dans la grange. Il décide de repartir en arrière jusqu'à l'embranchement. Il n'est pas très sûr de lui, hein. Il a conscience que cette décision pourrait lui coûter la vie, mais il repart. Ça lui prend encore des heures. Il marche dans la nuit maintenant et il n'a croisé absolument personne. Les températures ont chuté brutalement, mais il réussit à retrouver la bifurcation. Et il part donc dans l'autre direction, espérant trouver son salut. Ken avance et au bout d'un moment, devant lui apparaît une lumière à travers les arbres. C'est une maison habitée. Il comprend tout de suite que ça y est, il est sauvé. Il arrive en fait dans un village et là, ce qui va se passer, c'est assez original parce que les habitants lui offrent de la vodka pour le guérir, pour le soigner. En fait, pour eux, c'est un inconnu, un étranger qui est sorti de nulle part, là, qui sort de la nuit, ensanglanté. Comme il y avait un traducteur sur place, ou tout du moins quelqu'un qui parlait anglais, ils ont compris d'où il venait, et pour eux, ce qu'il a fait est tout simplement un exploit. Donc, il est accueilli comme une star quasiment, et il y a même une jeune habitante de là-bas qui va lui dire, qui va lui proposer de devenir sa petite amie. C'est vraiment improbable comme arrivée, mais vu son état catastrophique, vous vous en doutez, il y a de lourdes séquelles. Une fois à l'hôpital, Ken subira plusieurs opérations pour sa hanche et sa jambe. Il sera aussi amputé de 4 orteils. Au niveau de ses ulcères à l'estomac, parce qu'apparemment, oui, il y en a eu plusieurs, il a failli en mourir. Pour le sauver, on a dû lui retirer les 2/3 de l'estomac. Les premiers jours, on a expliqué à sa mère qu'il ne survivrait pas, qu'il est blessé trop gravement. Finalement, son corps tient le choc, mais ensuite, les médecins roumains et anglais lui diront qu'il ne pourra jamais remarcher et qu'il restera toute sa vie en fauteuil roulant. Et bien là aussi, ils se sont trompés puisque Ken n'a pas voulu s'en tenir aux conclusions des médecins. Ça lui a pris énormément de temps, 2 ans pour être précise, 2 ans de rééducation acharné. Il s'est entraîné petit à petit jusqu'à courir des distances de 8 km avec des béquilles et une barre de traction. Et en parallèle, il faisait également de la boxe. Aujourd'hui, il remarche. C'est même un cycliste d'endurance confirmé. Il a également repris la grimpe en montagne. Et il fait même des trucs de fou. Je vous en parle juste après. Mais au niveau des séquelles, en plus de l'amputation de l'estomac et des orteils, ce qui est déjà beaucoup, il a donc une prothèse de hanche avec plusieurs plaques métalliques. Il explique que ça grince quand il fait du vélo. Il a également le pied droit un peu déformé. Dans l'interview que j'ai retrouvée, c'est écrit qu'il a le pied comme le pied d'un hobbit. Alors, je vous laisse aller voir des photos. Je trouvais déplacé de mettre une photo sans savoir à quel point il est impacté à ce niveau. Et autre chose, son pied, depuis cet incident, forcément, est beaucoup plus sensible au froid. Il a écrit un livre sur toute son histoire, Darkness Descending. Je vous mets le lien en barre de description pour ceux qui sont intéressés. Je ne l'ai pas acheté parce que je ne peux pas tous les acheter malheureusement. Après ce drame, Ken a fondé sa famille, a eu 2 enfants et il vit maintenant en Toscane. Son histoire lui a donné envie de partager, de transmettre certaines connaissances, certaines valeurs, mais d'une façon alors assez intéressante, je trouve. Plutôt impressionnant. Je vous en parle juste après, mais avant, je voulais qu'on voit comment il a pu tenir, subir, endurer autant de douleurs. Déjà, sans bouger, c'est raide, on va pas se mentir, mais là, en plus, dans des conditions aussi extrêmes. Alors forcément, son passé militaire y est pour beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Et c'est là où j'ai trouvé ça super intéressant. Il explique que pendant ses entraînements spéciaux dans l'armée, il y avait des hommes avec une santé physique et des performances sportives, physiques bien meilleures que les siennes. Voilà, en gros, c'était des hommes beaucoup plus forts que lui physiquement, mais il explique que pourtant, beaucoup sont ceux qui ne tenaient pas les entraînements extrêmes puisque mentalement, ça n'était pas aussi solide que physiquement. Pour Ken, la force mentale joue un rôle crucial dans la survie. Seul l'aspect physique ne suffit pas. D'ailleurs, on l'a déjà vu dans plusieurs histoires, parfois ce sont des personnes complètement lambda, pas du tout entraînées, pas sportives, et pourtant qui tiennent et qui endurent des trucs de fou grâce à leur mental, et parfois même ce sont même des enfants. Ken explique aussi que tout le long il essayait de dissocier son corps de son esprit et qu'il se répétait en boucle non-stop, ce n'est qu'une excuse, j'ai une jambe cassée et une jambe fracturée. Peu de gens ont l'occasion d'en apprendre autant sur eux-mêmes de si près. Je me sens privilégiée d'avoir traversé tout ça pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et je dirais même que c'est une bonne chose.
C'est 10 ans plus tard, donc, qu'il crée The Fen Dance. Alors, c'est une marche d'endurance de 24 km sur le Penny Fein. C'est un parcours qui est utilisé depuis plus de 60 ans comme épreuve de sélection des SAS dont il a fait partie, donc l'unité des forces spéciales de l'armée britannique. C'est considéré comme le plus ancien test des forces spéciales au monde et ça permet en fait donc d'évaluer les capacités physique et mentale des candidats dès le début des processus de sélection dans l'armée. Ken, lui, a rendu ça accessible en fait à tout le monde. C'est ouvert au public, on peut y participer toute l'année et c'est devenu maintenant l'un des défis d'endurance les plus prestigieux du Royaume-Uni, attirant chaque année du monde. Et ça n'est pas encadré par n'importe qui puisque ce sont d'anciens membres du SAS qui se sont joints à lui. Vous retrouverez les liens en barre de description également. En fait, il a fait un mix de son passé, son expérience militaire et de ce qu'il a traversé en montagne. Et pour lui, l'idée, c'est vraiment de transmettre ses valeurs, qu'on est beaucoup plus fort qu'on ne le pense au niveau du mental. Voilà, c'était l'histoire vraie de Ken Jones. Alors, je ne sais pas vous, perso, je suis restée scotchée tout le long de l'histoire. C'est impressionnant à tous les niveaux. J'étais obligée de la partager ici sur la chaîne. Je pense que c'est une histoire qui va me marquer. Il y en a comme ça plus que d'autres. Celle-là va faire partie de celles qui vont me marquer, qui vont vraiment me rester en mémoire. Voilà, si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à la partager, à liker. Voilà, je m'attarde pas plus pour la conclusion. Je n'ai plus de salive. Ça fait très longtemps que je n'avais pas tourné une vidéo aussi longue que ça. Je ne sais pas combien ça va donner au montage. Donc, je vous laisse ici. On se retrouve très bientôt normalement. Vous le savez d'ici là, prenez soin de vous. C'est très, très important. Salut!